Bienvenue dans le Café des Voyageurs, un podcast d'Atalante. Du sommet du Kilimandjaro au cœur du Sahara, d'un bivouac dans la jungle à la rencontre avec les Mongols, un voyage est avant tout une expérience. Le Café des Voyageurs, un voyage sonore et une immersion aux confins de la nature et des peuples. Atalante, le spécialiste du voyage à pied en petits groupes. Aujourd'hui, cap sur l'Ouzbékistan pour un nouvel épisode du Café des Voyageurs. Suivez Dilshad, Sanjar, Fanny, Maureen, Silène et Sophie Jovillard pour une immersion hors des sentiers battus, entre Médersa et rencontres inoubliables avec les habitants ouzbeks. Nous sommes partis à la rencontre de Dilshad et Sanjar, nos guides locaux en Ouzbékistan, pour mieux comprendre la richesse de ce pays. Bonjour Dilshad, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de guide ? Ce que j'aime dans mon métier de guide, apprendre le français, communiquer avec les Français pour échanger des informations et en plus pour présenter les monuments historiques de l'Ouzbékistan à mes amis français. Quels sont tes meilleurs souvenirs durant un voyage ? C'est au mois de juin avec le groupe. C'était à l'hôtel Orient Inn à Tashkent. Ils ont préparé souvenirs pour moi, donc ils ont écrit la poésie sur moi. En fait, c'était très intéressant, c'était très émouvant. Selon toi, qu'est-ce qui rend ce pays unique ? L'Ouzbékistan, c'est plutôt gentillesse des Ouzbeks, hospitalité des Ouzbeks. La cuisine ouzbèque aussi, c'est très intéressant. Et donc, c'est aussi pour découvrir l'Ouzbékistan, bien sûr, avec l'histoire, les monuments historiques. C'est plutôt Khiva, Bukhara, Samarkand et encore la ville natale de Tamerlan. Donc, c'est vraiment très intéressant pour tout le monde. Comme je travaille avec mes groupes, chaque fois quand je visite chaque ville, je découvre aussi pour moi-même beaucoup de choses. Nous retrouvons maintenant Sanjar qui nous parle de l'histoire de son pays. Oui, l'histoire de l'Ouzbékistan, c'est très complexe, mais les grands moments de l'Ouzbékistan, de la région de l'Asie centrale, c'est à peu près 4e siècle de notre ère, jusqu'à l'arrivée des Arabes, jusqu'au 8e siècle. Il avait le pays, la Sogdiane. C'était le maître du commerce pour promouvoir le commerce chinois, exporter les marchandises chinoises vers le reste du monde. Chaque période a laissé des influences, des traces pour former le mode de vie actuel. Par exemple, à l'époque de la Perse, il y avait le zoroastrisme, le commerce qui était en premier plan. Quand Alexandre le Grand avec les Grecs, ils sont arrivés, ils ont fondé l'empire gréco-bactrien. Et c'était l'époque hellénistique. Et là, les Arabes, les Turcs, les Mongols, ils sont tous passés. Ils ont apporté, bien sûr, quelque chose au niveau de la gastronomie, au niveau de la culture, des échanges aussi. Nous, on a été envahis par les puissances, mais on a donné aussi un personnage puissant. On a pris des autres, on a donné aux autres des échanges, des civilisations, des cultures différentes. Quels ont été les moments de prospérité en Ouzbékistan ? Après la renaissance de l'Asie centrale, on a eu le premier pays musulman indépendant. On disait l'émirat de Bukhara. Et on disait ça, l'Empire perse, mais c'était en fait en Asie centrale. Et là, il a eu les grands savants, les grands penseurs d'Orient. Avicenne, le grand médecin. Il est né là. Algorithme, des chiffres algorithmiques, on dit. Al-Khwarizmi, il vient de Khorezm, du côté de Khiva, au 9e siècle. Al-Fergani, Alfraganus. Après, ça a été envahi par les Mongols. Ça faisait partie de l'Empire mongol, de Gengis Khan et de ses descendants. Et l'âge le plus prospère de toute l'histoire de l'Asie centrale ou de l'Ouzbékistan en particulier, c'était l'époque timouride. Amir Temur, on dit, connu sous le nom de Tamerlan. Et il est sorti sur la scène politique pour calmer tous les désordres un peu politiques ou économiques ou culturels. Il a pu réunir toute l'Asie centrale et il a pu créer l'empire le plus vaste réuni par une seule personne. Et c'était quand même un empire très puissant. Et Samarkand, à cette époque, c'était sa capitale. Et quel a été l'impact de la découverte des voies maritimes par les Occidentaux ?
au XVIe siècle, à cause des découvertes des voies maritimes par les Occidentaux et la prise de Constantinople par les Turcs, ils ont un peu empêché le passage et ils ont un peu monopolisé le commerce, un peu entre l'Europe et l'Asie. Et du coup, c'était pour nous un grand déclin. Parce que la route de la soie continuait à vivre entre régions, mais pas entre les continents. Peux-tu nous parler un petit peu plus de la diversité culturelle dans le pays ? Dans notre région, au départ, il y avait le Zarathustra, zoroastrisme. Il y avait des chamanistes, parce que les nomades, leur religion, c'était chaman. Et il y a eu des juifs, judaïsme, nestorien, c'est les premiers chrétiens. Et il y a eu beaucoup de mélanges. Et ça a beaucoup marqué, jusqu'à maintenant, par exemple, la mentalité locale. Ça fait un mélange exceptionnel qui a marqué dans les mœurs, dans les traditions. Bien que là, maintenant, on est musulmans, mais dans les traditions, on a beaucoup d'influences zoroastriennes ou un peu tradition, un peu des nomades. Mais en fait, les gens sont plutôt calmes, c'est un peu relax, c'est accueillant, on aime partager, on aime rencontrer les étrangers. Parce que pendant 70 ans sous le régime soviétique, l'Ouzbékistan a été coupé du reste du monde pour rencontrer les étrangers. Et comment l'indépendance a-t-elle été vécue par les Ouzbeks ? Le fait d'être indépendant, c'est bien sûr, c'est l'ouverture au monde. Et on a attendu longtemps ça. Là, après l'indépendance, c'est une nouvelle possibilité de rencontrer, d'accueillir les autres, quoi. Maintenant, on est en bon contact, en bon échange avec nos pays voisins. Et tout se passe bien. C'est de plus en plus ouvert. La route de la soie nous fait rêver. Mais concrètement, que représentait-elle pour les peuples ouzbeks ? Chez nous, en fait, c'est l'accueil qui est principal. Par exemple, comme on était pendant des milliers d'années sur les carrefours, sur les échanges, en tant qu'étrangers, les caravaniers, quand ils passaient, les gens sortaient à l'accueil pour leur donner à boire ou à manger et à les accueillir et accompagner même. En fait, la route de la soie, comme terme, comme nom, ça existe depuis le 19e siècle seulement. Un chercheur allemand qui a donné ce nom en disant la route de la soie parce que la marchandise était la soie qui venait de Chine. Et pour l'Occident, la soie, c'était quelque chose de magique. Mais en fait, nous, dans cette région, on disait pas la route de la soie, on disait la route royale, la route principale du commerce, la route des échanges. Bukhara et Samarcande, c'était deux grands carrefours de toutes les routes de la soie. Ces villes étaient incontournables pour les voyageurs, pour les commerçants. Ça apportait un peu l'artisanat, ça apportait la culture, ça apportait de la richesse, de la puissance pour cette région-là. Et c'était grâce à cette route de la soie, on peut dire, c'était une des régions les plus importantes du monde, quoi. Ça nous a permis de communiquer avec le monde, de mener une belle diplomatie politique et économique aussi. Quelle émotion ressens-tu lorsque des voyageurs arrivent dans ton pays ? Bon, pour chaque Ouzbek, quand on voit des étrangers, on est très heureux, très content, on est très reconnaissant parce que c'est pas un pays très connu, c'est un pays jeune. Et venir visiter notre pays, pour nous, c'est un peu, comment dire, c'est très touchant. On les accueille pas comme les touristes, on les accueille comme des vrais amis. Merci à Dilshad et Sanjar. Nous retrouvons à présent Maureen et Fanny, parties récemment en Ouzbékistan avec Atalante. Elles nous partagent leurs expériences. Fanny et Maureen, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Quels sont vos plus beaux souvenirs de l'Ouzbékistan ? Moi, je dirais que ça se joue par rapport aux gens, en fait, au niveau des souvenirs. La population ouzbèque est juste d'une gentillesse incroyable. Personnellement, moi, j'ai pas ressenti que je gênais les habitants. En fait, ils étaient plutôt contents. Les enfants, quand ils nous voyaient, nous disaient bonjour, parce qu'il y en a beaucoup qui apprenaient le français et qui, du coup, nous disaient bonjour. On est allé dans une école. Enfin, ça, c'est vraiment l'un des souvenirs qui m'a marqué, c'est qu'on est allé dans une école à la rencontre des écoliers qui avaient 11-12 ans et qui apprenaient le français. Et ils nous posaient des questions, ils prenaient des photos avec nous. Ils étaient super contents. En fait, je pense que c'était la première fois qu'ils voyaient des vrais Français. Et du coup, c'était vraiment une expérience incroyable. Oui, je suis d'accord. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on était dans les campagnes.
rencontrer la population qui était hyper contente de nous accueillir, qui était hyper contente de nous offrir du thé à la moindre occasion. Aussi, les monuments, ils sont tous grandioses et chaque visite était hyper intéressante. Découvrir l'histoire, c'était incroyable. Moi qui connaissais pas du tout en plus l'Asie centrale, et comme beaucoup, je pense, on connaît peu cette région et ça, c'était une super expérience d'avoir un guide qui connaissait autant l'histoire et qui savait autant bien nous la raconter. Ouais, les monuments, c'est vrai qu'ils sont vraiment incroyables, quoi. C'est des couleurs qu'on n'a jamais vues. C'est magnifique, hein. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences et on espère vous retrouver très vite sur les sentiers du monde. Nous retrouvons désormais Sophie Jovillard qui nous partage son expérience en Ouzbékistan. Bonjour, je suis Sophie Jovillard, l'animatrice de l'émission Échappée belle sur France 5. Quand êtes-vous partie en Ouzbékistan ? C'était en 2020 et c'est vrai que je garde un souvenir absolument extraordinaire de ce voyage. Quand on pense à l'Ouzbékistan, on pense à la route de la soie et à ses caravaniers. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre passage dans ce pays ? Cette route de la soie, cette route légendaire qui a suscité tant de convoitises au fil des siècles et qui a imposé l'Ouzbékistan comme un passage un peu obligé pour les voyageurs, qu'ils soient caravaniers jadis ou voyageurs aujourd'hui. C'est une route mythique qui permet à l'Ouzbékistan d'être un carrefour des civilisations, un point de rencontre entre Orient et Occident. Alors Stan, ce suffixe Stan signifie peuple et en Ouzbékistan, on vient dans le pays des Ouzbeks avec cette fierté d'avoir une nation particulière, un pays indépendant depuis les années 90 qui permet à ce pays d'avoir un patrimoine absolument exceptionnel dû à son histoire absolument passionnante, une architecture extraordinaire et une population très attachante. Dans ce haut lieu culturel, il y a une magie, il y a quelque chose de très particulier à l'évocation de la destination, l'Ouzbékistan. Et quand on y est, où on se dit « mais attends, pince-moi, j'y suis ». J'avais envie d'inscrire cette destination sur mes carnets de voyage et je suis très très heureuse d'avoir eu la chance d'y aller. Qu'est-ce que vous retenez de la culture ouzbèque, un geste ou une tradition que vous avez à nous partager ? Il y a une phrase qui m'a touchée quand je suis arrivée. On m'a dit, tu sais, en Ouzbékistan, il y aura toujours un thé chaud qui t'attendra quelque part. Et j'ai trouvé ça très joli parce que il y a une vraie volonté d'ouverture, sans trahir ces traditions, de dire, voilà, je t'ouvre ma maison, je t'offre un thé chaud pour échanger, pour partager avec toi. Mais je pense que le geste qui symbolise pour moi vraiment la culture ouzbèque, c'est le partage du plov, qui est le plat national. Alors j'ai eu la chance, j'allais dire, d'en manger plusieurs fois, mais le moment qui m'a le plus touchée, c'est à Boukhara, chez Bahadir, qui est le propriétaire d'un hôtel qui s'appelle Amelia, et il m'a appris à faire les courses pour le plov, à le cuisiner et à le déguster. Parce que j'allais dire, c'est 3 étapes qui sont très très importantes. Il y a le moment de la préparation de ce plat qui prend du temps parce que, alors on dit souvent que c'est du riz pilaf, mais c'est pas tout à fait ce type de cuisson. C'est plutôt un riz qui est cuit avec le gras, si j'ose dire. Et donc c'est un plat familial, de partage. C'est-à-dire que c'est ni un plat de riche ni un plat de pauvre. C'est un plat qui réunit vraiment tout le monde. C'est le plat qu'on pose au milieu de la table. On se sert directement dans le plat, tous ensemble. Il faut, dans la cuillère, prendre tous les ingrédients. On me disait là-bas, souvent, il n'est absolument pas concevable de venir en Ouzbékistan sans avoir goûté ce plat-là. Ça serait un crime de lèse-majesté que de refuser ce plat-là, parce qu'on le mange quand on est donc invité dans un foyer, mais on le mange aussi pour les mariages, pour les anniversaires, pour les baptêmes. C'est même un plat qui est préparé pour les obsèques. Donc il y a quelque chose qui unit tout le monde, et c'est ça que j'ai trouvé très très beau dans la dégustation de ce plat national. Est-ce qu'il y a une rencontre humaine qui vous a touché lors de votre voyage ? Une de mes rencontres marquantes est avec Mustapha dans les steppes ouzbèques.
Il est issu de ces populations nomades. Alors maintenant, sa famille est sédentaire. Il n'existe plus vraiment de population nomade en Ouzbékistan, mais le cheval reste leur richesse première. On a là un aperçu de la vie nomade et Mustapha est un poète qui raconte toujours des contes, des histoires. Et alors que nous montions à cheval tous les deux, il me disait « La nature a donné sa beauté aux steppes pour que les jeunes filles viennent y cueillir des fleurs au printemps. » Et je trouvais assez beau que ce cavalier poète comme ça se lance dans des poésies et dans ces jolies phrases qui ponctuaient comme ça notre voyage. Les villes de Samarcande, Boukhara ou Khiva font rêver. Est-ce qu'il y a un monument ou un lieu qui vous a ému en particulier ou émerveillé ? C'est le Régistан de Samarcande. On l'imagine, on en entend parler. À l'origine, Régistans, ça veut dire l'endroit sablonneux. Alors on a du mal à imaginer qu'avant, ici, il y avait une place avec du sable, parce que se dressent aujourd'hui les madrassas, ces écoles coraniques. C'est un spectacle absolument extraordinaire, avec ce bleu turquoise qui était la couleur préférée de Tamerlan, qui est ce héros national dont on parle beaucoup. Et à l'intérieur de la madrasa de Tilakari, on retrouve un intérieur complètement recouvert d'or. Et c'est absolument somptueux. Et c'est vrai que on peut l'imaginer, on peut avoir vu des photos. Quand on est au milieu de cette place, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et j'ai eu la chance de croiser un des responsables des restaurations de ces 5 hectares de ce site somptueux. Et je lui disais, est-ce que vous mesurez la chance que vous avez d'être ici ? Et il me disait, oui, bien sûr, je suis un privilégié. C'est l'œuvre d'une vie que de travailler sur la restauration de ces mosaïques. Et je comprenais, en étant au milieu de ce site, pourquoi Edgar Allan Poe avait dit « c'est la reine de la terre, fière au-dessus des autres » en parlant de Samarcande. Qu'est-ce qui caractérise l'architecture ouzbèque selon vous ? Alors je crois que pour ça, il faut aller à Tashkent, la capitale, parce que c'est une illustration des différentes influences architecturales qu'on peut trouver dans le pays. Une fois de plus, on est ici au carrefour des influences et des civilisations. On retrouve des bâtiments comme l'hôtel Ouzbékistan qui est d'une architecture soviétique assez typique. On a le métro de Tashkent qui est magnifique, qui a des stations comme on peut retrouver à Moscou qui vaut le coup d'œil et la visite à lui seul. Il y a le marché Chorsu qui est un mélange d'architecture orientaliste et soviétique. Marché dans lequel on prend vraiment la mesure des différentes ethnies qui vivent dans le pays et de ces visages métissés que l'on retrouve en Ouzbékistan. Comment l'histoire millénaire du pays se ressent-elle encore aujourd'hui, dans le quotidien des gens ou dans les récits qu'on vous a partagés ? Alors ça, je trouve qu'on ressent ça chez les artisans, chez les agriculteurs que l'on peut croiser sur son chemin. Moi, ça a été le cas avec des cultivateurs de melons qui allaient vendre leurs melons au bazar, qui en parlent comme une vraie fierté. J'ai été marquée aussi par ma rencontre avec les fabricants de papier de soie, parce qu'on parle souvent de la route de la soie. Alors certains, arrivant de Chine avec des étoffes, arrivaient à Samarcande pour leur savoir-faire de fabrication du papier. Et du papier de soie qui n'était pas fait avec des vers à soie, en tout cas qui n'est plus fait avec des vers à soie, mais avec des branches de mûrier. Et là, ce savoir-faire nous raconte donc un savoir-faire qui est toujours existant, mais qui nous raconte des connaissances, qui nous parle de connaissances ancestrales, qui ont toujours lieu aujourd'hui, et qui sont, je trouve, une très belle passerelle entre le passé et l'époque actuelle. Voilà, tout ça, je trouve que ça donne l'identité ouzbèque qui est très attachée à ses racines et qui garde ses savoir-faire et ses cultures vivantes pour continuer à raconter l'histoire de son pays. On connaît très peu les paysages d'Ouzbékistan au-delà de ces cités mythiques. Est-ce que vous vous souvenez d'un paysage naturel qui vous a particulièrement frappé ? J'ai été très surprise par ces paysages de steppe ouzbèque qui font penser un peu aux steppes mongoles. Ça, ce sont des paysages assez fascinants à découvrir. Et un autre paysage qui est à la fois une catastrophe écologique et un spectacle de désolation et peut-être symbole d'espoir, je leur souhaite, c'est la mer d'Aral.
qui était une mer intérieure d'eau salée qui a été asséchée parce que le cours des fleuves qui l'alimentaient a été décalé pour la culture, entre autres, du coton, ce qui a provoqué l'assèchement de cette mer d'Aral. Et aujourd'hui, le spectacle de désolation, c'est de voir qu'il y a des épaves qui sont là, vestiges d'un travail de pêcheurs qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui. Je dis plus tout à fait parce qu'il y a énormément d'associations, de personnes qui se mobilisent pour faire en sorte que ce site qui était naturel reprenne vie et qu'il y ait une touche d'espoir dans l'idée de peut-être un jour réussir à réorienter les cours d'eau vers cette mer d'Aral pour qu'elle se reconstitue et qu'elle redevienne une manne pour les pêcheurs et les riverains. Merci Sophie de nous avoir partagé votre expérience. Nous retrouvons désormais Silène pour parler de l'hospitalité et de la déconnexion qu'elle a vécue durant son voyage. Donc en parlant de l'hospitalité des Ouzbeks, il nous est arrivé à plusieurs reprises de faire des petites balades ou des randonnées. Et en arrivant dans les villages ou en passant devant des maisons, en fait, les personnes qui étaient là et qui nous voyaient passer nous accueillaient, nous demandaient de venir chez elles, nous partager le pain tout juste sorti du four ou la récolte qu'ils venaient de faire dans leur jardin. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a retrouvé tout au long du voyage, cet accueil très spontané et vraiment sympathique malgré la barrière de la langue, parce que on n'a aucune langue commune, ils parlent pas anglais, on ne parle pas russe. Donc c'était des beaux moments d'échange très simple. En quoi ton voyage t'a permis de te déconnecter du quotidien ? Alors c'est un voyage qui va vraiment nous couper de nos habitudes et de notre vie quotidienne. En fait, on est plongé en permanence dans des décors assez extraordinaires grâce aux bâtiments, à l'architecture qui est vraiment incroyable en Ouzbékistan. Et une ambiance aussi très accueillante, très souriante, très tranquille. Les locaux sont vraiment ouverts à nous accueillir, à partager avec nous. Ça participe à vraiment une ambiance qui nous déconnecte. Et puis, avec le guide qui nous raconte cette histoire millénaire du pays, on voyage en fait en permanence entre les années, entre les âges. On est vraiment dans un autre monde, dans l'histoire, dans les bâtiments, et ça nous coupe vraiment de la France. Nous espérons que cet épisode vous aura donné envie de découvrir l'Ouzbékistan. La prochaine fois, nous partirons à la découverte d'un concept 100% Atalante, le trek en terre inconnue. À très vite pour un nouveau rendez-vous du Café des Voyageurs.